Puis, un dimanche, à la chapelle, assis sur une chaise pliante tenue par l'école de faire acte de présence, je m'ennuyais à mourir. Quand le pasteur a commencé à prêcher, je me suis réfugié dans mon monde intérieur. Un monde pastel et paisible. Soudain, un bruit fort m'a fait sursauter. Étonné, j'ai levé les yeux et j'ai vu le pasteur taper sur le lutrin. « Frappez, dit-il, et il répondra. » « Qui ?» me suis-je demandé. Et je me suis redressé. « Je suis la porte. Tout homme qui passera par moi sera sauvé. » Jean 10, 7 à 9. Debout face à l'assistance, le pasteur s'est écarté du lutrin. Il a continué. « Devant chacun de vous, il y a une porte qui ouvre sur le ciel. Ouvrez-la et soyez sauvés. » Il s'est retourné et s'est remis au lutrin. L'hymne 306 « Bénissez cette maison ». J'ai à peine entendu l'hymne. Comme beaucoup d'enfants autistes, je prenais tout au pied de la lettre. Mon esprit s'est focalisé sur une seule chose, une porte. Une porte qui s'ouvre sur le ciel. Une porte par laquelle je pourrais passer et être sauvé. Les voix chantaient et quand j'ai entendu les paroles « Bénissez cette porte » qui s'avérera ouverte à jamais vers la joie et l'amour, je savais qu'il fallait que je trouve cette porte. Les jours suivants, je regardais chaque porte comme une ouverture possible vers l'amour et la joie. La porte de la penderie, la porte des toilettes, la porte de l'entrée, la porte de l'écurie, toutes ont été examinées et rejetées. Ce n'était pas la porte. Et puis un jour, en retournant vers ma chambre après le dîner, j'ai remarqué qu'on construisait une extension à notre dortoir. Les ouvriers avaient quitté le chantier en fin de journée et je me suis promené autour de la nouvelle construction. Une échelle était appuyée contre le bâtiment. Jetant mes livres à terre, j'ai grimpé jusqu'au 4e étage. Une fois là-haut, je suis remonté sur la petite plateforme qui prolongeait le bâtiment. Là se trouvait la porte. C'était une petite porte en bois qui s'ouvrait sur le toit. Je suis entré dans une petite pièce d'observation. 3 fenêtres panoramiques donnaient sur les montagnes. Je suis resté derrière l'une d'elles à regarder la lune se lever derrière les montagnes pour rencontrer les étoiles. Un sentiment de soulagement m'envahissait. Pour la première fois, depuis des mois, je me sentais en sécurité dans le présent et pleine d'espoir pour l'avenir. Un sentiment d'amour et de joie m'a enveloppé. Je l'avais trouvé, la porte vers mon ciel. Des pensées qui avaient volé de façon aléatoire à travers mon esprit prenaient un sens. Je l'avais trouvé. Un symbole visuel. Tout ce que j'avais à faire, c'était franchir cette porte. Bien sûr, je ne me rendais pas compte, à ce moment-là, que j'avais une pensée visuelle et que j'avais besoin de symboles concrets pour accéder aux concepts abstraits. Il faisait presque nuit quand je me suis glissé en bas de l'échelle. J'étais une autre personne à la recherche de ma vérité. Je savais que j'avais trouvé la porte de mon destin. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal « Le nid de corbeau est comme un lieu saint. Là, je suis sensible à la beauté de la nature. Quand je regarde par la fenêtre du nid de corbeau, je ressens quelque chose de plus. Je dois vaincre mes peurs et ne pas les laisser obstruer mon chemin. » Les jours et les mois suivants, je suis souvent allé visiter la salle d'observation ou nid de corbeau, comme l'appelaient les menuisiers. En
entrant dans la petite pièce, je me calmais et me sentais rempli d'idées et de découvertes sur moi-même. Dans l'intimité du nid de corbeau, je réfléchissais à mon enfance, la confusion, les efforts que je faisais pour communiquer, les conflits. Maintenant, adolescente, la communication devrait être établie, mais le gouffre de l'incompréhension était profond. Était-ce parce que j'étais autiste et que mes parents ne l'étaient pas ? Mes parents ne comprenaient pas ma logique, et moi, avec ma pensée visuelle, je ne comprenais pas la leur. Ou bien ce gouffre était-il quelque chose d'universel qui touchait les parents et leurs enfants à certaines étapes de la vie, comme à l'adolescence ? L'amour pourrait-il être un pont au-dessus de cet abîme ? J'étais toujours plus attiré vers le nid de corbeau. Là, je sentais que j'allais découvrir quelque chose sur moi-même. Je me suis rendu compte que j'avais des désirs passagers, comme le rotor. Et j'ai enfin compris ce que maman essayait de me dire depuis tant d'années. Chacun doit trouver sa porte et l'ouvrir. Personne ne peut le faire à sa place. Et la petite porte en bois qui menait vers le toit était le symbole de mon avenir. Il suffisait d'y passer. Un an après la découverte du nid de corbeau, je me tenais dans la petite salle d'observation et regardais fixement par la fenêtre. Le ciel étoilé étincelait. Il me faisait signe d'approcher. Je savais qu'il ne fallait pas ouvrir la petite porte et sortir sur le toit, mais j'étais attiré par la beauté de la nuit et par l'inconnu. J'ai tiré le verrou et entr'ouvert la porte. Le vent sifflait à travers l'ouverture comme une chanson qui me pressait de le rejoindre. Cependant, je restais là, à attendre, à surveiller, à m'interroger. Et puis j'ai poussé la porte dedans sur le toit. L'air vivifiant m'a fouetté le visage et j'ai refermé la porte derrière moi. J'avais fait un pas vers une nouvelle vie. Je me promettais de ne jamais plus repasser cette porte dans l'autre sens. Même si on m'a prise en train de me faufiler vers le nid de corbeau et qu'on m'a envoyé consulter le psychiatre de l'école, j'avais ressenti l'éveil de mon âme et de mon esprit. Aucun psychiatre n'allait me voler mes trésors nouvellement découverts. L'un d'eux a essayé, en utilisant sa méthode habituelle, rendre ses patients dépendants pour pouvoir les contrôler et continuer à toucher ses honoraires, mais j'ai résisté. Il m'a dit « Temple, tu sais que tu ne dois pas monter dans le nid de corbeau. C'est interdit. En plus, c'est dangereux. C'est vrai, n'est-ce pas ? Pas pour moi. Oh, allons, Temple, qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Moi, ma vie, Dieu. » Le psychiatre a ri. « Tu te comportes comme une femme de marin qui reste sur le quai à attendre un bateau qui n'arrivera jamais. Et il n'arrivera jamais. Promets-moi que tu n'y monteras plus. » Je n'ai pas répondu, et je ne lui ai pas obéi. J'ai continué à me rendre périodiquement au nid de corbeau. Maintenant, il n'était plus simplement question de moi, ma vie, Dieu. Il y avait aussi l'aiguillon du frisson. Me faufiler, monter à l'échelle, transgresser l'interdit. Transgresser l'interdit était encore de mon âge. Dans le nid de corbeau, je réfléchissais à l'autorité et au règlement. De l'autre côté de la petite porte en bois, sur le toit, j'étais au-delà du pouvoir des autorités de l'école. Au début, je pensais qu'une fois que j'aurais franchi la porte, j'échapperais à toute autorité humaine, à toutes les règles et à tous les règlements, et qu'au-delà de la porte, il y avait moi, la vie, Dieu et la liberté de choisir.
puis je me suis rendu compte qu'il y avait des règles au-delà de la porte aussi, celles qu'on trouve à l'intérieur de soi-même. Même si j'étais davantage en paix avec moi-même, je continuais à m'opposer à l'école et aux cours. Mes notes étaient déplorables et, pire que tout, je m'en moquais. L'école m'ennuyait, jusqu'au jour où M. Brooks, un professeur de psychologie, est entré dans ma vie. Il parlait du comportement des animaux. J'avais toujours aimé les animaux, et ce que racontait M. Brooks à leur propos me fascinait. Un jour, il nous a montré un film sur les illusions d'optique comme la fenêtre trapézoïdale d'Hamès et d'illusion de la pièce déformée d'Hamès. Il a expliqué que la pièce déformée est bâtie de façon à tromper l'œil. Quand deux personnes de la même taille se tiennent des deux côtés de la pièce, l'une apparaît 2 fois plus grande que l'autre. Monsieur Brooks m'a demandé « Peux-tu fabriquer une pièce comme celle-là » Je ne te dirai pas comment. Je veux simplement voir si tu arrives à résoudre l'énigme. L'énigme de la pièce déformée est devenue ma nouvelle fixation. Pendant 6 mois, j'ai essayé de construire une pièce en carton semblable. Au moins, ma fixation a été canalisée vers quelque chose de constructif et a éveillé mon intérêt pour les sciences. Obsédé par l'énigme de la pièce déformée, j'ai commencé à étudier quelques-unes des matières ennuyeuses pour le cas où j'y apprendrais quelque chose pouvant servir ma recherche. Mais j'avais toujours du temps pour monter à cheval, faire du ski, participer à des concours hippiques. J'ai travaillé dur à la confection de costumes pour la pièce de théâtre de l'école et j'ai aidé les ouvriers sur le chantier d'une nouvelle maison. Je me débrouillais bien pour poser des bardeaux et j'étais très fier d'arriver à faire le travail le plus compliqué dans les recoins et autour des chiens assis. Je n'arriverais toujours pas à me mêler aux autres jeunes de l'école. Ils me taquinaient en m'appelant Tados, cheval de trait ou magnétophone. Ça me blessait. Communiquer avec quelqu'un, qui que ce soit, restait un problème. Je paraissais souvent caustique et brusque. Dans ma tête, je savais ce que je voulais dire, mais les mots ne traduisaient jamais mes pensées. Je sais maintenant que le fait de ne pouvoir suivre le rythme du discours d'autrui expliquait en partie ce dysfonctionnement et donnait à mes propos un caractère brutal que je ne souhaitais pas. En revanche, j'arrivais à mettre par écrit mes pensées, et là-haut, dans le nid de corbeau, je tenais même le journal de mes sentiments. Le symbole de la petite porte en bois était important pour moi, et beaucoup de mes écrits la concernent. Quand je revois ce symbole, je me rends compte que la porte était une façon de me représenter l'acquisition d'une plus grande maturité et de me préparer à quitter mon école. L'inconnu derrière la porte était le symbole de ce qui m'attendait après l'école secondaire. Être étiqueté autiste ne changeait rien à la question que se pose tout adolescent : y a-t-il une vie après le lycée ?